Le soleil matinal commençait à peine à se lever sur l'horizon de Paris, mais Richard Moreau était déjà en route pour son bureau, au sommet du gratte-ciel qui abritait Moreau Construction, son entreprise valant des milliards d'euros. Comme toujours, la circulation chaotique de la ville ne le dérangeait pas. Son chauffeur personnel trouvait les meilleurs itinéraires, pendant que Richard examinait des rapports sur sa tablette. À 42 ans, Richard était l'incarnation du succès entrepreneurial. Implacable, concentré et entièrement dévoué à son entreprise de construction, fondée par son père et transformée par lui en un empire. En entrant dans l'immeuble de verre et d'acier du quartier d'affaires de la Défense, Richard fut accueilli avec déférence par tous les employés. Il hocha brièvement la tête, sans détourner les yeux de ses documents, et se dirigea directement vers l'ascenseur privé qui le mènerait au penthouse où se trouvait son siège social. Il était 7 heures du matin précise lorsque Richard ouvrit la porte de son bureau spacieux avec vue sur la ville. Mais quelque chose le fit s'arrêter brusquement. Près de la fenêtre, une silhouette féminine s'appuyait lourdement sur un balai, les yeux mi-clos et le corps penché comme si elle était sur le point de s'évanouir. Richard sentit une vague d'irritation parcourir son corps. C'était la 3e fois cette semaine qu'il trouvait cet employé de ménage dans cette situation. Il s'approcha à pas ferme, le son de ses chaussures en cuir importé résonnant sur le sol en marbre poli. « Encore vous, en train de sommeiller pendant les heures de travail ?» Sa voix trancha le silence du matin. La femme, Anne Martin, 35 ans, les yeux cernés et la peau pâle, sursauta et se redressa immédiatement, s'appuyant sur le balai comme si c'était une canne. « Pardon, monsieur. J'avais juste un peu le vertige, » balbutia-t-elle, serrant le balai si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches. Richard fronça les sourcils. « Le vertige? C'est la 3e fois cette semaine que je vous trouve en train de sommeiller. Pensez-vous que je vous paie pour faire des siestes dans mon bureau? Non, monsieur, je jure que je ne sommeillais pas, » dit Anne, les yeux embués de larmes. « J'ai travaillé tard hier et... » « Les excuses ne paient pas les factures, Anne, » l'interrompit froidement Richard. « Vous travaillez ici. Depuis 5 ans et j'attendais plus de professionnalisme. Votre fonction est de nettoyer, pas de dormir. » Il se souvint vaguement qu'elle avait été embauchée lorsque son entreprise avait déménagé dans cet immeuble de luxe. 5 ans de service exemplaire, selon ce que son assistante lui avait déjà dit. Mais à ce moment-là, tout ce que Richard voyait était une employée négligente qui ne remplissait pas ses obligations. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de cet emploi, » supplia Anne, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Ma fille, je ne peux pas perdre mon travail. Vos problèmes personnels ne m'intéressent pas, » dit Richard sans pitié. « Vous êtes licencié, rassemblez vos affaires et partez. » Anne le regarda avec un air de désespoir qui faillit faire hésiter Richard, mais il réprima rapidement tout sentiment de compassion. Les affaires étaient les affaires, et il n'y avait pas de place pour les employés incompétents dans son entreprise. « S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, » implora Anne. « Je promets que... » « Il n'y a plus de chance, » coupa Richard en lui tournant le dos. « Sortez de mon bureau maintenant. » Anne resta quelques instants, comme si elle attendait un miracle, avant de finalement se pencher et de ramasser lentement son matériel de nettoyage, comme si chaque mouvement lui coûtait une énergie qu'elle ne possédait tout simplement pas. Richard la regarda sortir, ressentant une pointe de culpabilité qu'il écarta rapidement. Il faisait ce qui était le mieux pour l'entreprise. Les employés paresseux comme elle étaient un fardeau qu'il n'était pas disposé à porter. Son assistante, Hélène, arriva quelques minutes plus tard, avec un dossier rempli de documents pour la première réunion de la journée. « Bonjour, Richard. Tout va bien? Vous avez l'air contrarié, » dit-elle, remarquant l'expression de son visage. « Je vais bien, » répondit sèchement Richard. « Je viens de licencier l'employé de ménage, encore en train de sommeiller au travail. » Hélène fit une légère grimace. « Ah, Anne, elle a toujours semblé si dévouée. Elle est ici depuis 5 ans, n'est-ce pas? »« 5 ans de service médiocre, » corrigea Richard. « Nous avons besoin de personnes engagées dans l'excellence, pas d'employés qui voient le travail comme un endroit pour faire la sieste. » Il ouvrit le dossier et commença à examiner les documents, signalant que la conversation était terminée. Hélène, sagement, n'insista pas sur le sujet.
La matinée se déroula en une succession de réunions millionnaires, de négociations complexes et de décisions qui affecteraient des centaines d'emplois et déplaceraient des millions d'euros. Richard était dans son élément, commandant chaque discussion avec une précision chirurgicale et une autorité que personne n'osait contester. Mais, lors d'une brève pause entre les réunions, alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau l'immensité de Paris, l'image des yeux d'Anne le hanta. Il y avait en eux une profondeur de tristesse qui le déconcertait, une expression de désespoir qui allait au-delà de la simple perte d'un emploi. Richard secoua la tête, chassant cette pensée. Il faisait ce qui était nécessaire. La construction de son empire exigeait des sacrifices, et si Anne ne pouvait pas remplir ses obligations de base, alors elle n'avait pas sa place dans son entreprise. Il reporta son attention sur les rapports financiers devant lui, se concentrant sur les chiffres et les projections qui dominaient son monde. Mais, au fond de son esprit, l'image de la femme désespérée persistait, comme un fantôme qui refusait de disparaître. 3 heures plus tard, Richard se dirigeait vers le restaurant au dernier étage de l'immeuble pour un déjeuner d'affaires avec des investisseurs arabes, quand quelque chose le fit s'arrêter au milieu du couloir. Là, près de l'entrée de service, se tenait Anne, maintenant vêtue de ses vêtements personnels. Un jean délavé et un chemisier simple, plaçant ses quelques affaires dans une petite boîte en carton. Une photo encadrée, un vieux manteau usé et une boîte en plastique pour son repas étaient tout ce qu'elle semblait avoir à montrer pour ses 5 années de service. Le regard d'Anne n'était pas de colère ou de ressentiment, mais d'une tristesse si profonde que Richard sentit son estomac se nouer. C'était le regard de quelqu'un qui avait perdu non seulement un emploi, mais peut-être son dernier espoir. Richard pressa le pas, courant presque vers l'ascenseur, comme si fuir cette scène pouvait effacer la culpabilité qui commençait à se former dans sa poitrine. Au restaurant, alors qu'il négociait des contrats de plusieurs millions, il avait du mal à se concentrer. Les paroles des investisseurs arabes semblaient lointaines, et son esprit revenait sans cesse à l'image d'Anne avec sa petite boîte d'affaires. « Richard, vous nous écoutez ?» demanda l'un des investisseurs le tirant de ses pensées. « Pardon, bien sûr, » répondit Richard, se forçant à se concentrer sur la conversation. « Nous discutions des termes du financement pour le projet côtier. » Le déjeuner s'éternisa pendant 2 heures, Richard réussissant à maintenir sa façade professionnelle, bien qu'intérieurement, il luttait contre un malaise croissant. Il s'était toujours enorgueilli de prendre des décisions logiques et impersonnelles dans les affaires, mais quelque chose dans ce licenciement le perturbait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Finalement, les réunions se terminèrent et Richard retourna à son bureau, espérant se plonger dans le travail et chasser les pensées indésirables. Mais dès qu'il s'assit dans son fauteuil de direction, Hélène entra avec une expression inquiète. « Richard, il y a une situation dans le hall que je pense que vous devriez connaître, » dit-elle, hésitante. « Quel genre de situation ?» demanda Richard, déjà irrité par un autre imprévu. « C'est la fille d'Anne, » dit doucement Hélène. « Une petite fille d'environ 7 ans. Elle est en bas depuis 3 heures, attendant sa mère. » Richard sentit sa poitrine se serrer. « Elle attend ? C'est elle que sa mère a été licenciée ?» Hélène secoua la tête. « Non, je ne pense pas. La petite a dit que sa mère l'attend toujours au même endroit après le travail. Elle a l'air très pâle et... » Hélène hésita un instant. « Elle tousse beaucoup. Elle a l'air malade. » Richard ferma les yeux un instant, sentant le poids de cette information. Un enfant attendant sa mère qui ne viendrait plus la chercher à cet endroit. Un enfant malade, peut-être seul et effrayé. « Appelez la sécurité, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Ils peuvent s'occuper de la situation. »« J'ai déjà parlé avec eux, » répondit Hélène. « Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir à moins qu'il y ait un problème. La petite est juste assise, attendant pacifiquement. » Richard soupira, passant une main dans ses cheveux. Il ne voulait pas s'impliquer. Il avait déjà pris sa décision concernant Anne, et il n'y avait aucune raison de compliquer les choses. « Alors appelez les services sociaux, » dit-il, se tournant déjà vers ses documents. « Il mettrait des heures à arriver, » insista Hélène. « Et la petite a l'air si fragile. Richard, peut-être que vous devriez aller lui parler. Juste pour savoir ce qui se passe. » Il regarda Hélène, surpris par son insistance. Pendant toutes les années où ils avaient travaillé ensemble,
Elle n'avait jamais osé remettre en question ses décisions ou suggérer une ligne de conduite aussi directement. « Hélène, ce n'est pas mon problème, » dit-il, plus sèchement qu'il ne le voulait. « Je sais, » répondit-elle doucement, « mais il y a quelque chose, il y a une pureté dans cet enfant qui attend sa mère qui me fait penser que peut-être qu'il y a eu un malentendu à propos d'Anne. » Richard resta silencieux un moment, réfléchissant. Il ne croyait pas au malentendu en affaires, mais l'image de la petite fille malade attendant patiemment sa mère, qui ne viendrait plus jamais la chercher à cet endroit, le perturbait profondément. « Je suis occupé, dit-il finalement, comme une excuse. « Cela ne prendrait que 5 minutes, insista Hélène. « Juste pour savoir où elles habitent, pour que nous puissions les contacter. » Richard regarda la pile de documents sur son bureau, les messages non lus sur son téléphone, les innombrables responsabilités qui réclamaient son attention. Et puis, contre son meilleur jugement, il acquiesça. « Très bien, » dit-il en se levant. « 5 minutes, mais juste pour savoir comment les contacter. » En se dirigeant vers l'ascenseur, Richard tenta de se convaincre qu'il ne faisait cela que pour résoudre un problème logistique, pour éviter que la situation ne devienne plus compliquée. Il ne s'impliquait pas émotionnellement, il était simplement pragmatique. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée et qu'il vit la petite silhouette assise dans un fauteuil trop grand pour elle, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une pointe de compassion qui menaçait de briser l'armure d'indifférence qu'il avait soigneusement construite au fil des ans. La petite fille était menue et fragile, avec des cheveux bruns bouclés et une peau pâle. Elle toussait de temps en temps, un son sec et inquiétant, et ses grands yeux sombres examinaient l'environnement avec une curiosité mêlée d'anxiété. Quand elle vit Richard s'approcher, elle se redressa dans le fauteuil et offrit un sourire timide. « Bonjour », dit-elle, d'une voix douce qui contrastait avec sa toux rauque. Richard se sentit mal à l'aise, comme il l'était toujours en présence d'enfants. Il ne savait pas comment interagir avec eux, quel langage utiliser, comment se comporter. « Bonjour », répondit-il en s'approchant prudemment. « Vous attendez quelqu'un » La petite fille hocha la tête. « J'attends ma maman. Elle travaille ici, elle fait le ménage. Elle m'attend toujours ici quand elle a fini de travailler. » Richard déglutit, sentant le poids de la culpabilité augmenter. « Et depuis combien de temps attendez-vous » La petite fille réfléchit un instant. « Je suis arrivé après l'école. La maîtresse m'a déposé près d'ici, ça fait un petit moment. » Richard s'agenouilla devant elle, essayant de se mettre à la hauteur de ses yeux. « Comment tu t'appelles ?»« Sophie, » répondit-elle, avec un sourire qui révélait une dent de devant manquante. « Et vous ? Vous êtes le patron ici, n'est-ce pas ? Ma maman a dit que son patron est très important et très occupé. » Richard sentit son cœur se serrer. « Oui, je suis le patron. Et tu t'appelles Sophie. C'est un joli nom. »« Merci, » dit Sophie, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. « Maman m'a donné ce nom parce que ça veut dire sagesse. Elle dit qu'un jour je serai très intelligente. » Richard se rendit compte qu'il souriait sincèrement, chose rare pour lui. « J'en suis sûr. » Il entendit une autre toux, cette fois plus prolongée et inquiétante. « Tu tousses beaucoup, Sophie. Est-ce que ça va ?» La petite fille haussa les épaules. « C'est toujours comme ça. Maman dit que c'est à cause de mon petit cœur. Mais aujourd'hui, c'est un peu pire parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas pris mon médicament. »« Ton médicament ?» demanda Richard, sentant une inquiétude croissante. « Quel genre de médicament ?»« Un médicament spécial pour le cœur, » expliqua Sophie, comme si elle parlait de quelque chose de banal. « C'est cher, alors parfois il en manque un peu. Mais maman travaille très dur pour avoir assez d'argent. Elle a dit que bientôt je le prendrai tous les jours à nouveau. » Richard sentit le monde tourner. Un cœur ? Un médicament cher ? Il regarda la petite fille devant lui, si petite et si fragile, et pour la première fois, il réalisa la gravité de la situation. « Sophie, » dit-il, sa voix presque défaillante, « combien de travail a ta mère ?» La petite fille réfléchit un instant, comptant sur ses doigts. « 3. Elle nettoie ici le matin, puis elle nettoie la maison d'une dame l'après-midi. Et le soir, elle travaille dans une station-service. Elle a dit qu'elle économise de l'argent pour mon opération. »« Opération ?» répéta Richard, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Oui, » continua Sophie innocemment, sans se rendre compte de l'impact de ses paroles. « Le médecin a dit que je dois me faire opérer du cœur, mais ça coûte très cher.
Maman a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle y arrivera. Elle travaille de 5 heures du matin à 11 heures du soir, tous les jours. Parfois, je me réveille et elle est déjà partie, et quand je m'endors, elle n'est pas encore rentrée. » Richard sentit des larmes se former dans ses yeux, ce qui ne lui était pas arrivé depuis qu'il était enfant. Il regarda Sophie, qui lui souriait maintenant, sans comprendre la dévastation que ses paroles provoquaient. « Ta mère, elle t'a dit qu'elle avait été licenciée aujourd'hui ?» demanda Richard, sa voix presque un murmure. Sophie secoua la tête, ses yeux s'écarquillant d'inquiétude. « Non, elle a été licenciée. Mais pourquoi? C'est la meilleure femme de ménage du monde. » Richard ne put répondre. Il sentit une vague de nausée, une culpabilité si écrasante qu'elle le renversa presque. Il avait licencié une femme qui travaillait 18 heures par jour, 3 emplois, pour tenter de sauver la vie de sa fille. Une femme qui, malgré son travail épuisant, trouvait encore la force de sourire et de s'occuper de sa fille malade. « Je dois y aller, » dit Richard en se levant brusquement. « Reste ici, Sophie, je vais trouver ta mère. » Il se retourna et se dirigea rapidement vers l'ascenseur sans regarder en arrière. Il sentait les larmes couler sur son visage et ne se souciait pas d'être vu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Richard Moreau se sentit complètement et totalement honteux de lui-même. Dans l'ascenseur qui remontait à son bureau, il s'appuya contre le mur, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Anne n'était pas une employée paresseuse, c'était une mère désespérée, faisant l'impossible pour sauver sa fille. Et lui, dans son arrogance et son indifférence, venait de rendre sa situation encore plus difficile. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Richard trouva Hélène qui l'attendait, avec une expression inquiète. Elle vit son visage et ses yeux embués, et comprit immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. « Richard, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien ?» Il secoua la tête, incapable de parler. Il passa devant elle et entra dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Pendant quelques instants, il resta juste à regarder par la fenêtre, la ville qu'il gouvernait du haut de son gratte-ciel, se sentant plus petit et plus insignifiant qu'il ne l'avait jamais été. Finalement, il se tourna vers Hélène, qui était entrée silencieusement dans le bureau. « J'ai trouvé la fille d'Anne, » dit-il, la voix brisée. « Sophie. Elle a 7 ans et elle a un problème au cœur. » Hélène porta la main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Mon Dieu. Anne travaille 18 heures par jour, dans 3 emplois différents, » continua Richard, les mots sortant en un flot rapide. « Elle essaie d'économiser de l'argent pour une opération cardiaque qui coûte 120 000 €. Et moi, je l'ai licenciée. Je l'ai traitée de paresseuse. » Il s'appuya sur le bureau, sentant ses jambes flageoler. « Qu'est-ce que j'ai fait, Hélène? Quel genre de monstre suis-je devenu ?» Hélène s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous ne saviez pas, Richard. Personne ne savait. »« Ce n'est pas une excuse, » s'exclama-t-il en se redressant. « J'aurais dû savoir, j'aurais dû demander. Au lieu de juger, j'aurais dû essayer de comprendre. » Il commença à arpenter le bureau agité. « Je dois la trouver, je dois arranger ça, mais où? Elle a 2 autres emplois. »« Le 2e emploi est dans une maison privée, » dit Hélène rapidement, consultant ses notes. Quand Anne a été embauchée, elle a rempli un formulaire avec des informations d'urgence. J'ai trouvé ça étrange à l'époque, mais j'ai noté l'adresse. C'est à Neuilly-sur-Seine. Richard s'arrêta et regarda Hélène, la gratitude dans les yeux. « Merci. » Il prit son téléphone portable et composa le numéro de son chauffeur. « Charles, préparez la voiture. Je dois partir immédiatement. » En attendant, il regarda Hélène. « Pendant que je suis absent, je veux que vous vous occupiez de Sophie. Emmenez-la dans un endroit confortable, donnez-lui quelque chose à manger et à boire, et appelez le meilleur cardiologue de la ville. Le coût m'est égal. Je veux qu'il soit disponible dès que possible. » Hélène acquiesça, prenant déjà le téléphone. « Compris. » Richard prit sa veste et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Hélène ?» dit-il en se retournant. « Oui, merci. De m'avoir fait descendre dans le hall aujourd'hui. » Elle sourit doucement. « Vous n'avez pas à me remercier, Richard. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel de ce qui compte vraiment dans la vie. » Richard hocha la tête et sortit, sentant un poids sur sa poitrine,
mais aussi une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait commis une terrible erreur, une erreur qui aurait pu coûter la vie d'un enfant. Mais maintenant, il avait la chance de la corriger. En descendant dans l'ascenseur, il pensa à Anne, à Sophie et à la vie qu'il avait failli détruire avec son arrogance et son indifférence. Et il se fit une promesse. Peu importe le coût, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Sophie reçoive le traitement dont elle avait besoin et qu'Anne n'ait plus jamais à connaître de difficultés. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent. Richard sortit déterminé à trouver Anne et à commencer à réparer les dégâts qu'il avait causés. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette rencontre changerait non seulement la vie d'Anne et de Sophie, mais aussi la sienne, de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La voiture de Richard glissait en silence dans la circulation parisienne, le monde extérieur un flou de couleurs et de sons à travers les vitres teintées. À l'intérieur du véhicule, cependant, un tourbillon d'émotions le consumait. Pour la première fois, la ville qu'il voyait comme un échiquier financier, un ensemble de quartiers avec des valeurs de marché et des potentiels de profit, se révélait être un labyrinthe de vies humaines, d'histoires qu'il s'était efforcé d'ignorer. L'image de Sophie, avec son sourire timide et sa toux persistante, était gravée dans son esprit. Chaque feu rouge était une torture, une pause forcée qui l'obligeait à affronter la monstruosité de son attitude. Il prit son téléphone et appela Hélène. « Hélène, comment va Sophie ?»« Elle va bien, Richard. Je l'ai laissée dans le salon de repos de la direction. Elle a mangé un peu et regarde des dessins animés. Je pense que le choc ne l'a pas encore atteinte. Elle croit qu'elle est dans une aventure, » répondit la voix calme d'Hélène de l'autre côté de la ligne. « Et le médecin? Avez-vous réussi à le contacter ?»« Oui. Le docteur Marc Perrin, cardiologue de l'hôpital américain de Paris. Il était sur le point de partir pour une opération, mais quand j'ai expliqué la situation, il a dit qu'il nous attendrait aux urgences. Il a semblé comprendre l'urgence. »« Parfait. Hélène, je ne sais pas comment vous remercier. Pour tout. »« Pas besoin, Richard. Juste, ramenez-les en sécurité. » Il raccrocha, ressentant une vague de gratitude pour son assistante. Elle avait été le pont qui l'avait connecté à une réalité qu'il préférait ne pas voir. Maintenant, il était le seul à pouvoir arranger les choses. La voiture entra dans Neuilly-sur-Seine, connue pour ses somptueuses demeures et ses résidences de luxe. Le contraste avec la situation d'Anne était saisissant. Richard, qui s'était toujours senti à l'aise dans cet environnement, se sentait maintenant un imposteur. Comment pouvait-il vivre dans une telle opulence, alors qu'une de ses employées, à quelques kilomètres de là, luttait pour acheter des médicaments pour sa fille? La voiture s'arrêta devant un portail imposant, gardé par des agents de sécurité. Richard descendit, sentant le poids de son propre privilège. Il sonna et s'identifia. Après quelques minutes, une femme élégante, d'une 50aine d'années, vint ouvrir. C'était Béatrice, la patronne d'Anne. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, un sourcil froncé, examinant Richard de haut en bas. « Je m'appelle Richard Moreau. Je cherche Anne Martin. Elle travaille pour vous, n'est-ce pas ?» Béatrice fit une grimace. « Anne ? Oui, elle travaille ici. Ou plutôt, elle travaillait. Elle est venue aujourd'hui, mais elle est partie en courant comme une folle. Quelque chose à propos d'avoir perdu son emploi du matin. La pauvre femme était désespérée, en larmes, me suppliant pour plus d'heures. C'était inconfortable. » Richard sentit une boule dans sa gorge. « A-t-elle dit où elle allait ?»« À son autre. Travail, j'imagine. Elle a mentionné une station-service en banlieue. La pauvre, avec la tête qu'elle avait, je doute qu'elle puisse conduire correctement. On aurait dit que le monde s'était écroulé pour elle. » Richard se força à remercier et retourna à la voiture, le cœur lourd. La confirmation de Béatrice scella sa culpabilité. Il n'avait pas seulement licencié Anne, il l'avait plongée dans un état de panique et de désespoir, la forçant à courir d'un emploi à l'autre, à la recherche d'une solution impossible. « Charles, direction la banlieue. Je dois trouver une station-service. Demandez au standard. Peut-être qu'ils connaissent l'adresse ?» dit Richard au chauffeur, la voix tendue. Alors que la voiture s'éloignait de la demeure, Richard regarda dans le rétroviseur. L'homme qu'il voyait en retour était un étranger. Le PDG implacable, le roi du marché immobilier, avait été remplacé par quelqu'un hanté par la culpabilité
ému par un désespoir qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le voyage vers la périphérie fut une immersion dans un monde différent. Les rues devinrent plus étroites, les immeubles plus bas et plus délabrés. La lumière du soleil de l'après-midi semblait moins brillante, couverte d'une fine couche de pollution et de poussière. Richard observait les gens sur les trottoirs, les enfants qui jouaient, les conversations sur le pas des portes. C'était une partie de sa ville qu'il ne connaissait que par des rapports statistiques, des chiffres indiquant des zones à faible pouvoir d'achat. Maintenant, il voyait des visages, des vies, des histoires. Finalement, après presque 1 heure de recherche, ils la trouvèrent. C'était une simple station-service, avec une petite supérette attenante, et il n'y avait aucun signe d'Anne. La panique commença à s'emparer de Richard. Et si elle était allée ailleurs? Et s'il ne la trouvait pas, il entra dans la supérette, où un jeune employé se tenait derrière le comptoir. « Bonjour, je cherche Anne Martin », dit Richard, essayant de garder son calme. Le jeune homme désigna une porte à l'arrière. « Je crois qu'elle est là. Elle est allée aux toilettes il y a un petit moment. Elle ne va pas bien. Elle est arrivée ici en pleurant il y a 1 heure et n'a pas arrêté depuis. » Richard remercia et se dirigea vers la porte du fond, qui donnait sur une petite zone de service à l'arrière du magasin. Et alors, il la vit. Anne était à genoux sur le sol en ciment, une brosse à la main, frottant le sol avec une force qui semblait venir de son âme même. Son corps tremblait d'épuisement et de chagrin. Son visage était enflé et marqué par les larmes. Elle ne nettoyait pas. Elle se punissait, essayant de laver une douleur qui n'avait pas de nom. Richard s'arrêta, paralysé par la scène. La vision de cette femme, qu'il avait si facilement écartée comme paresseuse, se déployait maintenant en un acte de désespoir pur et dévastateur. Il l'avait brisée. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence du petit espace. Anne. Elle se retourna et ses yeux se remplirent de terreur en le voyant. C'était le regard d'un animal acculé, de quelqu'un qui avait déjà trop souffert ce jour-là et qui faisait maintenant face à la source de sa douleur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» balbutia-t-elle, essayant de se lever, mais ses jambes ne lui obéirent pas. « Anne, je sais tout, » dit Richard, la voix brisée. « J'ai parlé à Sophie. » Le nom de sa fille sembla briser la dernière barrière de résistance d'Anne. Elle se mit à pleurer de manière incontrôlable, des sanglots qui secouaient son corps fragile. « Sophie, où est-elle ?»« Elle va bien ?» demanda-t-elle, la panique s'emparant d'elle. « Elle est avec mon assistante. Elle est en sécurité, » répondit Richard, s'agenouillant à côté d'elle. « Mais je dois vous demander de me pardonner. » Il la regarda, dans les yeux pleins de douleur et de peur, et sentit une vague de honte si écrasante qu'il pouvait à peine respirer. « Je suis un monstre, Anne, » dit-il, les larmes coulant enfin sur son visage. « Je suis le genre d'homme que j'ai toujours méprisé. Je vous ai jugé sans vous connaître. Je vous ai licencié sans penser aux conséquences. Je n'ai aucune excuse. » Il prit sa main, qui était froide et tremblante. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ferai tout pour arranger ça, tout. » Anne le regarda, confuse. L'homme arrogant et implacable de ce matin était maintenant à genoux devant elle, pleurant et demandant pardon. C'était une scène si surréaliste que son esprit peinait à la traiter. « Mais mon emploi, » murmura-t-elle. « Vous avez retrouvé votre emploi, » dit fermement Richard, « avec une augmentation. Une augmentation qui vous permettra de vivre dignement et de prendre soin de votre fille. » Il se leva et lui tendit la main. « Venez, allons chercher Sophie et allons à l'hôpital. » Anne hésita, regardant le sol qu'elle n'avait pas encore fini de nettoyer. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Richard, comme s'il lisait dans ses pensées. Il se tourna vers le propriétaire de la station-service qui était apparu à la porte du fond attiré par l'agitation. « Combien la payez-vous par mois ?» L'homme, surpris par la présence de Richard Moreau dans son établissement, cita un montant. Richard sortit son portefeuille et paya d'avance le salaire d'1 mois. Elle n'a plus besoin de cet emploi. En fait, elle n'a plus besoin d'aucun autre emploi. À partir de maintenant, elle travaille pour moi dans mon bureau comme mon assistante personnelle. Il regarda Anne qui l'observait avec un regard d'incrédulité. « C'est ce que je veux, Anne. C'est ma façon de commencer à payer pour ce que j'ai fait. » Il l'aida à se lever,
et ensemble, ils se dirigèrent vers la voiture de luxe qui attendait à l'extérieur. Pour Anne, c'était comme entrer dans un autre monde, un monde de luxe et de pouvoir qu'elle ne voyait que dans les feuilletons. Mais la seule pensée dans son esprit était celle de sa fille. Pendant le trajet vers l'hôpital, Richard appela de nouveau Hélène. « Hélène, nous sommes en route. J'ai trouvé Anne. Nous allons à l'hôpital américain. Le docteur Perrin nous attend ?»« Oui, Richard. Il est déjà là. Et j'ai parlé à Sophie. Elle a un peu peur, mais elle est très courageuse. Elle demande beaucoup après ça. Mère. »« Nous y sommes presque, » dit Richard en raccrochant. Il regarda Anne, qui était assise en silence à côté de lui, le regard perdu. « Tout ira bien, Anne, je vous le promets. » Elle hocha la tête, sans rien dire. Elle était encore sous le choc, essayant de comprendre le revirement que sa vie avait pris au cours des dernières heures. En arrivant à l'hôpital d'élite, ils furent accueillis par Hélène et une équipe de médecins. Sophie courut dans les bras de sa mère, et l'étreinte entre les deux fut si intense que même les médecins, les plus expérimentés, furent émus. Le docteur Marc Perrin, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants et à l'air autoritaire, demanda à parler à Richard et Anne en privé. « Mademoiselle Martin, j'ai effectué quelques examens préliminaires sur Sophie, » dit-il d'un ton sérieux. « La situation est plus grave que je ne l'imaginais. Elle souffre d'une arythmie cardiaque sévère, causée par l'absence continue de médication. Si elle n'est pas traitée immédiatement, les conséquences pourraient être irréversibles. » Anne pâlit, s'appuyant sur Richard pour ne pas tomber. « Elle a besoin d'une opération cardiaque urgente, » continua le médecin. « Et il faut que ce soit le plus vite possible. Y a-t-il une chance ?» demanda Anne, la voix tremblante. « Il y a toujours une chance, » répondit le médecin. « Mais l'opération est complexe et coûteuse. Nous parlons d'environ 120 000 €. Richard sentit son estomac se nouer. 120 000 €. Pour lui, c'était une somme insignifiante, un montant qu'il dépensait pour un dîner d'affaires. Pour Anne, c'était une fortune inaccessible, un rêve qui la tenait éveillée nuit après nuit. « J'ai 43 000 € d'économie, » dit Anne, la voix pleine de honte. « J'économise depuis 7 ans. Son père, il nous a abandonnés quand il a appris la maladie. Il a qualifié Sophie de défectueuse. » Richard sentit une colère froide parcourir son corps, non seulement contre l'homme qui avait abandonné sa propre fille, mais contre lui-même, contre un système qui permettait à une mère de devoir choisir entre nourrir sa fille et acheter ses médicaments. Il se tourna vers le médecin avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute. « Docteur Perrin, faites ce qui est nécessaire. L'opération aura lieu. Je prendrai en charge tous les frais. » Le médecin le regarda surpris. « Monsieur Moreau, ce n'est pas de la charité, docteur, » l'interrompit Richard. « C'est une question de justice. C'est le moins que je puisse faire. » Il regarda Anne, qui l'observait les larmes aux yeux. Un regard de gratitude et de soulagement qu'il n'oublierait jamais. « Ne vous inquiétez plus de rien, Anne, » dit-il en lui prenant la main. « À partir de maintenant, je m'occupe de tout. Votre seule préoccupation est de rester avec votre fille. » Alors que l'équipe médicale se préparait pour l'opération, Richard et Anne restèrent aux côtés de Sophie, qui était déjà préparée pour être emmenée au bloc opératoire. La petite fille, malgré la peur, leur sourit. « Tout va bien se passer, maman, » dit-elle, d'une voix faible mais pleine de confiance. Le patron de maman est bon à l'intérieur, comme je le disais. Richard sentit à nouveau les larmes couler sur son visage. L'innocence de Sophie était un miroir qui reflétait non seulement la bonté qu'elle voyait en lui, mais aussi la bonté qu'il aspirait à avoir. Alors que la porte du bloc opératoire se fermait, Richard et Anne se regardèrent, unis par le même espoir et la même peur. Et dans ce couloir silencieux d'un hôpital de luxe, un milliardaire repentant et une mère désespérée commencèrent un voyage qui transformerait leur vie pour toujours. Les portes du bloc opératoire se refermèrent avec un déclic final et métallique, coupant le monde extérieur et laissant Richard et Anne dans un couloir stérilisé, baigné d'une lumière blanche et impersonnelle. Le silence qui s'ensuivit fut lourd, rempli uniquement du bourdonnement bas des équipements médicaux et du son de leur propre respiration. Pour Richard, habitué au bruit constant des téléphones qui sonnent, des négociations et de la ville palpitante en bas, ce silence était assourdissant. C'était le son de l'attente, le son de l'incertitude.
Anne glissa sur le sol, le dos appuyé contre le mur froid, et enfouit son visage dans ses mains. Son corps tremblait non plus de désespoir, mais d'une peur primale que toute mère connaît. Richard hésita un instant avant de s'asseoir à côté d'elle, sur le sol en linoléum, sans se soucier de son costume coûteux ou de sa position sociale. À ce moment-là, ils n'étaient pas PDG et employés. Ils n'étaient que deux personnes, unies par la même prière silencieuse. « Je ne me suis jamais senti aussi impuissant », murmura Richard, plus pour lui-même que pour elle. Anne leva le visage, les yeux rouges et gonflés. « Je vis avec ce sentiment tous les jours, depuis que le médecin m'a parlé de son cœur, mais c'est différent maintenant. Maintenant, c'est réel. » Elle le regarda, un regard de confusion et de gratitude. « Pourquoi faites-vous ça, Richard? Après ce que vous avez fait, je ne comprends pas. » La question le frappa comme un coup de poing. Il n'avait pas de réponse simple. La culpabilité en faisait partie, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Quand j'ai vu Sophie dans le hall, quand elle m'a parlé de vous, des 3 emplois, je me suis vu. J'ai vu l'homme que j'étais devenu, un homme qui mesure la valeur des gens à leur performance, à leur productivité. J'ai vu la cruauté dans mes propres actions et je ne pouvais pas vivre avec ça. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais c'était plus que ça. À ce moment-là, la seule chose qui importait au monde était la santé de cette petite fille. Rien d'autre, ni mes affaires, ni mon argent, ni ma fierté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, quelque chose était plus important que moi. Anne écouta en silence, les yeux fixés sur lui. Elle voyait la sincérité sur son visage, la douleur dans ses yeux. L'homme arrogant de ce matin avait disparu, remplacé par quelqu'un de vulnérable et de sincèrement repentant. « J'ai dû abandonner l'école à 14 ans, dit-elle soudain, sa voix douce, comme si elle partageait un vieux secret. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'étais l'aîné de 3 enfants. J'ai dû travailler pour subvenir à leurs besoins. Je me suis marié jeune, mais le père de Sophie, il n'a pas supporté la responsabilité. Il a disparu quand elle a eu besoin de lui. » Richard ressentit une vague de respect pour elle. La force que cette femme possédait était quelque chose que lui, avec toute sa fortune et son pouvoir, ne pourrait jamais comprendre. Elle faisait face à des adversités qui l'auraient brisée. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit-il, et c'était la vérité. « Et j'ai été l'homme le plus faible et le plus cruel. » Ils restèrent longtemps en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, mais la présence de l'autre était réconfortante. La barrière entre eux avait été brisée, non par l'argent ou le pouvoir, mais par la vulnérabilité partagée. Les heures s'éternisèrent. Richard commanda du café pour eux deux, et ils parlèrent de choses banales, du temps, de la ville, de tout ce qui pouvait les distraire de l'horloge qui semblait tourner au ralenti. Richard découvrit qu'Anne adorait lire, mais n'avait ni le temps ni l'argent pour les livres. Il découvrit qu'elle rêvait d'être enseignante, un rêve que la vie l'avait forcé à abandonner. Lui, à son tour, parla de la pression de vivre dans l'ombre de son père, de la solitude d'être au sommet, du sentiment de toujours courir mais de n'arriver nulle part. Pour la première fois, il s'ouvrait à quelqu'un, et le sentiment était étrangement libérateur. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent. Le docteur Marc Perrin, le visage fatigué mais un sourire subtil aux lèvres, s'approcha d'eux. Anne agrippa le bras de Richard, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Richard posa sa main sur la sienne, dans un geste de soutien. « L'opération a été un succès, » dit le médecin, et les mots semblaient flotter dans l'air, irréels. « C'était compliqué, mais tout s'est bien passé. Sophie est en salle de réveil. Elle aura besoin d'un peu de temps pour se rétablir, mais le pronostic est excellent. Elle aura une vie normale et saine. » Un sanglot de soulagement s'échappa des lèvres d'Anne, et elle tomba dans les bras de Richard, pleurant. Mais cette fois, c'étaient des larmes de pure joie. Richard la serra fort, sentant le poids de son monde se soulever de ses épaules. Il sentit aussi des larmes dans ses yeux, des larmes de soulagement et d'un bonheur qu'il ne savait pas qu'il était capable de ressentir. « Merci, docteur, » dit Richard, la voix brisée. « Merci pour tout. »« C'est mon travail, » dit le médecin. « Mais votre décision d'agir rapidement a fait toute la différence. Quelques heures de plus, et l'histoire aurait pu être différente. » Le médecin les laissa seuls, et ils s'étreignirent longuement,
deux étrangers unis par un miracle. Dans cette étreinte, quelque chose changea. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité et de rédemption. Il y avait le germe de quelque chose de plus, une connexion née de l'adversité. Dans les jours qui suivirent, la vie de Richard et d'Anne s'entremêla de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Richard annula son agenda indéfiniment, ce qui provoqua la panique au sein de son conseil d'administration, mais il s'en moquait. Le seul endroit où il voulait être était à l'hôpital, aux côtés de Sophie. Il lisait des histoires à la petite fille, sa voix, autrefois utilisée pour commander des salles de réunion, s'adaptant maintenant aux différentes voix des personnages de contes de fées. Sophie, se remettant déjà rapidement, adorait cette attention. Elle l'appelait Richard, et le simple usage de son prénom le faisait sourire à chaque fois. Pendant que Sophie dormait, Richard et Anne parlaient pendant des heures. Ils parlaient de leur passé, de leurs rêves et de leurs peurs. Richard découvrit qu'Anne était incroyablement intelligente et perspicace, malgré son manque d'éducation formelle. Elle avait une sagesse qui venait de la vie, pas des livres, et lui, à son tour, se surprenait à partager des pensées qu'il n'avait jamais dites à personne. Il parla de la solitude de son enfance, de l'absence d'un père émotionnellement disponible, de la pression d'être le meilleur, le plus fort, le plus réussi. Anne écoutait sans juger, avec une empathie qui le désarmait. Lorsque Sophie sortit de l'hôpital, Richard tint sa promesse. Il ne l'aida pas seulement, il la transforma. Il la déménagea, avec sa fille, dans un appartement confortable et meublé dans le même quartier que son bureau, un endroit sûr et accueillant, avec un loyer payé pour 2 ans. « Je ne peux pas accepter ça, Richard », protesta Anne en voyant l'appartement pour la première fois. « C'est trop. »« Ce n'est pas assez, » répondit-il fermement. « C'est le minimum, c'est un début. » Il promut également Anne. Elle ne serait plus l'employée de ménage. Elle deviendrait son assistante personnelle, avec un salaire triplé et des horaires de bureau. Il l'inscrivit à des cours du soir, pour qu'elle puisse finir le lycée et, qui sait, un jour, réaliser son rêve d'aller à l'université. Et il inscrivit Sophie dans une excellente école privée près de leur nouvelle maison. La transition vers le nouveau travail d'Anne fut étrange au début. Elle se sentait intimidée dans l'environnement de l'entreprise, entourée de cadres expérimentés. Mais Richard fut patient. Il lui apprit tout, de l'utilisation d'un ordinateur à la rédaction d'un email professionnel. Il voyait en elle un potentiel que personne d'autre ne s'était jamais soucié de voir. La cohabitation quotidienne au bureau créa une nouvelle dynamique entre eux. Ils étaient patrons et assistantes, mais aussi amis, confidents. Il y avait une alchimie entre eux, une électricité subtile que tout le monde autour semblait remarquer, mais qu'eux-mêmes refusaient d'admettre. Un jour, alors qu'ils travaillaient tard sur un projet, Sophie, qui était au bureau en train de faire ses devoirs, posa une question innocente qui changea tout. « Richard, » dit-elle, le regardant ainsi que sa mère, « quand est-ce que vous allez vous marier ?» Anne s'étouffa avec son café et Richard sentit son visage s'empourprer. Ils se regardèrent, surpris, et pendant un instant, l'air dans le bureau fut chargé d'une tension non dite. « Sophie, » dit Anne, embarrassée, « on ne pose pas ce genre de questions. »« Pourquoi pas ?» demanda la petite fille, avec l'innocence d'un enfant. « Tu l'aimes bien et il t'aime bien. Vois la façon dont vous vous regardez. C'est comme dans les films. » Après que Sophie se fut endormie sur le canapé du bureau, Richard ramena Anne et sa fille à la maison. Le silence dans la voiture était lourd, rempli de la question sans réponse de Sophie. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Richard aida Anne à porter Sophie dans sa chambre. La petite fille, à moitié endormie, murmura « Bonne nuit, maman. »« Bonne nuit, papa. » Le mot « papa » frappa Richard comme un éclair. Il regarda Anne qui était pâle, les yeux écarquillés. « Elle n'a jamais dit ça avant, » murmura Anne. Richard sentit son cœur battre plus fort. Il regarda la femme devant lui, la femme dont il avait failli détruire la vie et à laquelle il se voyait maintenant inextricablement lié. Il regarda la petite fille endormie, la petite fille qui lui avait ouvert les yeux et le cœur. Et à ce moment-là, il sut. Sophie avait raison. Il était en train de tomber amoureux d'Anne Martin. Et la peur qu'il ressentait n'était pas la peur de perdre le contrôle,
ou de compromettre son empire. C'était la peur de perdre la chance, d'être heureux, d'avoir une famille, d'avoir un but qui allait au-delà de la construction de gratte-ciel et de l'accumulation de fortune. Il regarda Anne, et pour la première fois, il ne vit pas l'employé qu'il avait licencié, ni la mère désespérée, ni l'assistante qu'il formait. Il vit la femme, et il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le mot « papa » résonna dans le silence de la chambre, une petite syllabe puissante qui déstabilisa complètement le monde de Richard Moreau. Il resta paralysé, regardant Sophie, maintenant endormie, puis Anne, dont le visage était un masque de choc et de confusion. L'air dans l'appartement devint dense, chargé du poids d'une vérité non intentionnelle, une vérité que l'enfant, dans son innocence, avait réussi à articuler mieux que n'importe quel adulte. « Je devrais y aller », dit finalement Richard, la voix un peu rauque. Il se sentit à nouveau comme un adolescent, maladroit et peu sûr de lui, une sensation qu'il avait réprimée depuis des décennies. Anne hocha simplement la tête, incapable de parler. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, le silence entre eux en disant plus que n'importe quel mot. « Bonne nuit, Anne, » dit-il, s'arrêtant sur le seuil. « Bonne nuit, Richard, et merci. »« Pour tout, » répondit-elle, ses yeux croisant les siens un bref instant, avant de détourner le regard, gêné. Il sortit, et la porte se referma doucement derrière lui. Dans le couloir, Richard s'adossa au mur, fermant les yeux. L'image d'Anne, le son de la voix de Sophie, le poids de ce moment, tout le consumait. Il entra dans l'ascenseur et descendit jusqu'à la voiture, où Charles, son chauffeur, l'attendait. « À la maison, monsieur Moreau ?» demanda Charles. Richard hésita. Sa maison, un penthouse luxueux avec vue sur toute la ville, lui parut soudain incroyablement vide et froide. C'était un endroit pour dormir, pour travailler, pour exister, mais ce n'était pas un foyer. « Non, Charles, faites juste un tour, » dit-il, s'adossant au siège en cuir. Alors que la voiture se déplaçait dans les rues illuminées de Paris, Richard se plongea dans ses pensées. Pour la première fois, il questionna la vie qu'il s'était construite. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des voitures de luxe, des jets privés, une entreprise au sommet de son secteur. Mais il n'avait rien qui comptait vraiment. Il n'avait pas d'amour, pas de connexion, pas la simple joie d'un repas en famille ou d'une histoire pour s'endormir. Il pensa à Anne. Il pensait à sa force, à sa résilience, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de ses rêves de devenir enseignante. Il pensait à Sophie, à son courage, à son intelligence, à la façon dont elle avait réussi à voir la bonté en lui quand lui-même n'y parvenait pas. Il réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Ce n'était pas seulement une attirance passagère, mais quelque chose de profond et de fondamental. Une connexion d'âme qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Lui, l'homme qui contrôlait tout, était complètement hors de contrôle. Le lendemain, l'ambiance au bureau était électrique. Richard et Anne évitèrent le contact visuel, mais la tension entre eux était palpable. Hélène, son assistante, observait leur interaction avec un sourire subtil, percevant le changement de dynamique. Lors d'une réunion l'après-midi, concernant un projet de logements sociaux qui rencontrait une résistance de la communauté locale, les consultants de Richard présentèrent des plans complexes et coûteux pour surmonter l'opposition. Richard écoutait d'une oreille distraite, son esprit ailleurs. Quand Anne entra dans la salle de réunion pour remettre des documents, elle entendit la discussion. « Avec tout le respect que je vous dois, messieurs, » dit-elle timidement, à la surprise de tous. « Je pense que vous abordez le problème de la mauvaise manière. » Tous les yeux se tournèrent vers elle. Richard lui fit signe de continuer. « Les gens ne sont pas contre le projet, » dit Anne, avec plus de confiance. « Ils ont peur, peur d'être expulsés, peur que la communauté qu'ils connaissent disparaisse. Au lieu de présenter des plans et des chiffres, pourquoi ne pas leur parler? Organiser une réunion de quartier, écouter leurs préoccupations, leur montrer qu'ils font partie de la solution, pas un obstacle. » Il y eut un silence dans la salle. Les consultants semblaient sceptiques, mais Richard vit le génie dans la simplicité de la suggestion d'Anne. Elle offrait une perspective humaine, quelque chose qui manquait à son approche purement corporative. « Faites-le, » dit Richard, en regardant Anne. « Organisez la réunion. Je veux que vous la dirigiez. »
Les consultants furent choqués, mais Anne sourit, un sourire sincère de gratitude et de reconnaissance. À ce moment-là, elle n'était plus seulement son assistante, elle était sa partenaire. Dans les semaines qui suivirent, leur relation évolua. Ils travaillaient ensemble tard, non seulement sur des projets d'affaires, mais aussi sur les études d'Anne. Richard, avec sa formation en gestion et en économie, l'aidait en mathématiques et en sciences sociales, et elle, à son tour, lui enseignait la résilience, l'empathie, l'importance de regarder au-delà des chiffres. Il la ramenait à la maison tous les soirs, et souvent, ils restaient à discuter dans la voiture, de longs moments où la barrière entre patron et assistante se dissolvait complètement, laissant place à une amitié profonde et grandissante. Un soir, alors qu'il l'aidait pour une rédaction pour ses cours du soir, le thème était « La plus grande erreur de ma vie ». Anne écrivit sur le jour où elle avait quitté l'école, non avec regret, mais avec un sentiment de devoir accompli. « C'est ce que je devais faire », dit-elle à Richard. « Je ne le vois pas comme une erreur, mais comme un sacrifice. Mes frères et sœurs avaient besoin de moi. » Richard fut impressionné par l'absence d'apitoiement sur soi dans son histoire. « Et si vous pouviez remonter le temps, que feriez-vous différemment ?» Elle réfléchit un instant. « J'aurais aimé avoir la chance d'étudier, d'avoir une carrière. Mais alors je n'aurais pas eu Sophie, et je ne l'échangerais pour rien au monde. » Elle le regarda, ses yeux doux. « Et je ne vous aurais pas rencontré. Alors, je pense qu'au final, tout s'est passé comme il le fallait. » Le cœur de Richard battit plus fort. Il ressentit une envie irrésistible de l'embrasser, de la prendre dans ses bras et de ne plus jamais la laisser partir. Mais il se retint. La peur du rejet, la peur de gâcher l'amitié qu'ils avaient construite, la peur de ne pas être assez bien pour elle le retinrent. « Anne, commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. « Je sais, Richard, dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Je ressens la même chose. » La confession silencieuse flotta dans l'air entre eux, un moment de pure magie. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse agir, le téléphone de Richard sonna, brisant le charme. C'était l'hôpital. En répondant à l'appel, le sang de Richard se glaça. C'était à propos de Sophie. Elle avait eu un épisode d'arythmie pendant la nuit et devait être emmenée en observation. Bien que les médecins assuraient que ce n'était qu'un contretemps courant en post-opératoire, la peur que Richard ressentit fut écrasante. Ils se précipitèrent à l'hôpital, trouvant Sophie effrayée, mais consciente. Revoir sa fille, la petite fille qui était devenue le centre de son univers, dans un lit d'hôpital, ramena toute l'angoisse de l'opération. Alors qu'ils étaient assis à côté du lit de Sophie, qui s'endormit entre eux, Richard prit une décision. Il ne pouvait plus vivre avec cette incertitude. Il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il se tourna vers Anne, qui regardait, sa fille les larmes aux yeux. « Anne, dit-il, sa voix basse et ferme, je t'aime. Je ne sais pas quand c'est arrivé, ni comment, mais je t'aime. Je t'aime de toute mon âme, et j'aime Sophie comme si elle était ma propre fille. Je veux construire une vie avec vous. Je veux être le père qu'elle mérite et le partenaire que tu mérites. » Anne le regarda, les yeux pleins de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle ne dit rien, mais se pencha simplement et l'embrassa. Le baiser fut doux au début, puis s'approfondit, un baiser qui contenait des mois de désirs refoulés, d'admiration mutuelle et d'un amour qui avait fleuri dans le plus inattendu des endroits. Dans cette chambre d'hôpital, avec la faible lumière du matin entrant par la fenêtre, ils n'étaient plus un PDG et son assistante. Ils étaient une famille, unis par l'amour et par la promesse d'un avenir commun. Le long et tortueux chemin qui les avait menés jusqu'ici en valait chaque étape. Le baiser dans la chambre d'hôpital n'était pas seulement un saut d'amour, mais le début d'une nouvelle réalité. C'était l'aube d'une vie que Richard et Anne n'avaient jamais osé imaginer. Les jours qui suivirent furent un mélange de tendresse domestique et de la logistique de la construction d'une famille à partir de zéro. Sophie sortit de l'hôpital avec un bilan de santé parfait, et le premier acte officiel de Richard en tant que père fut de l'emmener, elle et Anne, manger une glace, dégustant la sienne dans un cornet, tout en riant des blagues de la petite fille, un homme simplement heureux, le poids de son empire momentanément oublié. La nouvelle de leur relation se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles d'affaires et la haute société parisienne. La réaction fut un mélange de choc, de commérage et de condescendance. Richard Moreau et la femme de ménage,
murmurait-il dans les couloirs des clubs et lors des déjeuners de luxe. Ce doit être une passade. Il va se lasser et retourner dans son monde. Ces commentaires, qui auraient autrefois dérangé Richard, n'étaient plus qu'un bruit de fond. Il avait trouvé quelque chose qu'aucun argent ni statut ne pouvait acheter. Un but qui allait au-delà des profits trimestriels. La véritable épreuve vint de sa propre entreprise. Le conseil d'administration de Moreau Construction paniqua. La promotion d'Anne à son assistante personnelle avait déjà été vue avec scepticisme, mais maintenant qu'ils étaient un couple, la méfiance se transforma en opposition voilée. « Richard, nous devons parler de la perception publique », dit Arthur, le directeur financier et un vieil ami de son père, lors d'une réunion d'urgence. « Votre relation avec Madame Martin mine votre autorité. Les investisseurs sont nerveux. » Richard regarda Arthur, un homme qu'il avait toujours respecté, et ne vit que le même préjugé aveugle qu'il avait lui-même possédé autrefois. « Arthur, Anne est la femme la plus intelligente et la plus capable que je connaisse. Ses origines ne définissent pas sa compétence. Et ma vie personnelle n'est pas un sujet de discussion au conseil d'administration. » Il se tourna ensuite vers Anne, qui était assise à côté de lui, prenant des notes. « Anne, quelle est votre opinion sur le nouveau projet de logement à Saint-Denis? Les rapports indiquent une possible résistance de la communauté. » Anne, sans se laisser intimider par les regards sceptiques des autres directeurs, présenta son analyse avec clarté et confiance. La résistance ne vient pas du projet, mais du manque de communication. J'ai proposé une série de réunions de quartier, non pas pour présenter nos plans, mais pour écouter leurs besoins. Je crois que nous pouvons co-créer une solution qui profite à tous. C'est une question d'empathie, pas seulement d'ingénierie. Sa perspective était si fraîche et efficace qu'elle fit taire la salle. Richard la regarda avec fierté, non seulement pour son intelligence, mais pour son courage. Il tombait amoureux d'elle un peu plus chaque jour. Alors que sa vie professionnelle se stabilisait, sa vie personnelle s'épanouissait. Ils emménagèrent ensemble dans la maison confortable que Richard avait fournie, et les murs se remplirent bientôt des dessins de Sophie et de l'odeur de la cuisine maison. Richard apprit à apprécier la simple joie d'un dîner en famille, d'aider Sophie avec ses devoirs, de regarder un film sur le canapé avec Anne blottie dans ses bras. Il découvrit que la vraie richesse ne se trouvait pas dans son relevé bancaire, mais dans la chaleur du sourire de sa famille. Un an passa. L'amour entre Richard et Anne ne fit que s'approfondir, renforcé par les défis qu'ils surmontaient ensemble. Anne obtint son diplôme de fin de lycée en étant la meilleure de sa classe et était sur le point de commencer des études de pédagogie, réalisant un rêve qu'elle avait gardé au fond de son cœur pendant 20 ans. Sophie, maintenant âgée de 8 ans, était une jeune fille vibrante et en bonne santé, le cœur fort et plein de rêves de devenir médecin pour aider d'autres enfants. Ce fut lors de la planification du mariage, une cérémonie simple qu'il voulait organiser à la campagne, que le passé frappa à la porte, apportant avec lui une tempête qui menaça de détruire leur bonheur. C'était un mardi après-midi. Anne était au bureau, organisant l'agenda de Richard pour son prochain voyage d'affaires, lorsque la réceptionniste appela. « Anne, désolé de vous déranger, mais il y a un homme ici pour vous voir. Il dit être le père de Sophie. » Le sang d'Anne se glaça. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le père de Sophie, l'homme qui l'avait abandonnée, qualifiant sa propre fille de défectueuse, disparaissant sans laisser de traces il y a 7 ans. « Ne le laissez pas monter, » dit Anne, sa voix un filet. « Dites-lui que je ne suis pas là. »« Ah, désolé, Anne, il est déjà dans l'ascenseur, » dit la réceptionniste d'une voix inquiète. Anne paniqua. Elle regarda Richard, qui avait remarqué sa pâleur et son expression de terreur. « Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, se levant et allant vers elle. « C'est lui, le père de Sophie. Il est ici. » L'expression de Richard se durcit. Il passa un bras protecteur autour d'Anne. « Reste calme. Je suis avec toi. Nous n'allons pas le laisser gâcher ce que nous avons construit. » La porte du bureau s'ouvrit et un homme entra. C'était Marc Dubois, le père de Sophie. Il était plus vieux, plus usé, avec une barbe de plusieurs jours et des yeux qui parcourèrent la pièce luxueuse avec une convoitise à peine dissimulée. Il ne regarda pas Anne d'abord, mais Richard, calculant la valeur du costume, de la montre, de la vue depuis la fenêtre. « Anne,
dit-il, sa voix rauque. Tu vas bien, je vois que tu as progressé. Ses yeux se posèrent enfin sur Anne, pleins d'un cynisme qui la fit frissonner. Que veux-tu ici, Marc? Demanda Anne, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait, grâce à la présence de Richard à ses côtés. Comment ça, je ne peux pas rendre visite à la mère de ma fille? Je suis son père, après tout, dit-il, avec un faux sourire. Vous avez renoncé à ce droit il y a 7 ans, rétorqua Richard, faisant un pas en avant. Que voulez-vous? Marc sourit à Richard, un sourire de requin. Ah, alors vous êtes le nouveau papa, le milliardaire. J'ai entendu parler de vous, Richard Moreau, l'homme qui est tombé amoureux de la femme de ménage. Quelle histoire! La presse va adorer. La menace plana dans l'air, dense et venimeuse. Il n'était pas là pour renouer avec sa fille, il était là pour du chantage. « Que voulez-vous » répéta Richard, sa voix dangereusement basse. « C'est simple, » dit Marc, s'adossant nonchalamment au bureau de Richard. « Je veux ma part. Je suis son père. J'ai des droits. 1 million d'euros. C'est un petit prix pour garder votre conte de fées intact, vous ne trouvez pas? Pour ne pas entacher la réputation du grand Richard Moreau avec l'histoire de « Comment il a volé la famille d'un homme pauvre ?» Anne fut horrifiée. « Tu es un monstre. Tu ne t'es jamais soucié de Sophie. Tu ne veux que de l'argent. » « Bien sûr que je veux de l'argent, Anne. Tu crois que c'est facile de vivre dans ce monde ?» cria Marc, le masque tombant pour révéler l'amertume et le dépit en dessous. « Pendant que tu vivais dans le luxe ici, je luttais pour survivre. Je mérite une compensation. » Richard sentit une colère si intense qu'elle l'aveugla presque. L'ancien Richard, le PDG implacable, aurait ruiné cet homme sans hésiter. Il aurait utilisé ses avocats, son influence, son pouvoir pour l'écraser comme un insecte. Mais il n'était plus cet homme. Il regarda Anne, qui tremblait, et pensa à Sophie. Il ne pouvait pas laisser cette toxicité entrer dans leur vie. Mais il ne pouvait pas non plus recourir à ses anciennes tactiques. Il devait trouver une nouvelle voie, une voie juste. « Sortez d'ici, » dit Richard, sa voix étonnamment calme. « Maintenant. »« Ou quoi ?» le défia Marc. « Ou vous découvrirez ce qu'un homme avec mes ressources peut faire quand sa famille est menacée, » dit Richard, son regard froid comme l'acier. « Et je ne parle pas de violence, je parle de la loi. Je parle de chaque centime que vous devez en pension alimentaire, de chaque erreur que vous avez commise. Votre vie deviendra un enfer bureaucratique. Mais ce n'est pas ce que je veux. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Je vais te donner un choix, Marc. Prends ce chèque. » Il sortit un chéquier et écrivit un montant. 100 000 euros. Ce n'est pas 1 million, mais c'est assez pour que tu recommences ailleurs. Prends cet argent, achète un billet pour un endroit très loin d'ici et ne nous cherche plus jamais. N'essaie plus jamais de contacter Sophie. Si tu acceptes, nous oublions que tu existes. Si tu n'acceptes pas, eh bien, je te promets que tu le regretteras. Il tendit le chèque à Marc. Marc regarda le montant, puis le visage déterminé de Richard et réalisa qu'il était piégé. Il n'avait aucun pouvoir ici. Il n'était qu'un faible maître chanteur face à un homme qui avait trouvé une force bien plus grande que l'argent. L'amour. Il prit le chèque. D'accord, un accord est un accord. Il regarda Anne avec une dernière lueur de quelque chose qui aurait pu être du remords, mais qui n'était probablement que de l'envie. Au revoir, Anne. Il se retourna et sortit, laissant un silence lourd dans le bureau. Anne s'effondra en larmes dans les bras de Richard, non de tristesse, mais de soulagement et de pur épuisement. « Il est parti », murmura Richard, la tenant fermement. « Il ne nous dérangera plus jamais. » Il la tint longtemps, la berçant doucement. La crise était passée. Ils avaient affronté leur premier grand défi en tant que famille et en étaient assortis plus forts, plus unis. Le fantôme du passé avait été exorcisé, et maintenant, enfin, ils étaient libres de construire leur avenir ensemble, sans ombre ni peur. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'après-midi où le fantôme du passé avait été exorcisé par l'amour et la détermination. Le soleil d'un après-midi doré baignait une petite ferme dans la campagne française, un lieu de paix et de beauté qui semblait appartenir à un autre monde. C'est là, sous la canopée d'un vieux chêne, entouré d'amis proches et de familles choisies, que Richard Moreau et Anne Martin unirent leur vie par le mariage. La cérémonie fut simple, dépourvue de l'ostentation que la haute société attendait du magnate, mais riche d'une signification qu'aucun argent ne pourrait acheter. Anne,
resplendissante dans une simple robe en lin blanc, marcha sur la pelouse vers Richard, non pas au son d'une marche nuptiale classique, mais d'une douce chanson à la guitare, jouée par un ami. Sophie, sa demoiselle d'honneur, rayonnante de santé et de bonheur, répandait des pétales de fleurs sur le chemin, son sourire un écho de la joie qui inondait le cœur de tous, les présents. Richard, dans un costume en lin clair, attendait sous l'arbre, les yeux fixés uniquement sur Anne. Le monde autour disparut. Il n'y avait pas de cadre, pas d'investisseur, pas la pression de son ancien monde. Il n'y avait que la femme qui lui avait appris ce qu'était l'amour, la femme qui avait reconstruit son âme avec sa force et sa grâce. Les promesses qu'ils échangèrent n'étaient pas seulement d'amour éternel, mais de partenariat, de respect et de soutien mutuel. Ils firent un vœu non seulement l'un à l'autre, mais aussi à Sophie, promettant d'être les parents qu'elle avait toujours mérités, de la protéger, de nourrir ses rêves et de l'aimer inconditionnellement. Quand ils s'embrassèrent, sous les applaudissements émus des invités, ce n'était pas seulement le sceau d'un mariage, mais le couronnement d'un voyage. Le voyage d'un homme qui avait trouvé son humanité et d'une femme qui avait trouvé l'amour qu'elle avait toujours mérité. La vie après le mariage fut une tapisserie tissée de fils de joie, de défis et d'un amour grandissant. Ils s'installèrent dans leur maison, qui devint rapidement un foyer rempli de rires, de discussions sur les devoirs et de l'arôme du pain chaud qu'Anne adorait faire. Richard découvrit que le bonheur ne résidait pas dans la conclusion d'une affaire de plusieurs millions, mais en aidant Sophie à construire un château de cubes ou en cuisinant le dîner, une tâche dans laquelle il était terriblement mauvais, mais qu'Anne encourageait avec un sourire patient. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique au bureau, leur vie s'était transformée en quelque chose de plus beau que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. La famille s'agrandit. 2 ans après le mariage naquit Laura, une petite fille aux yeux curieux de Richard et au sourire contagieux d'Anne. Maintenant âgée de 3 ans, Laura était une boule d'énergie qui courait dans la maison, suivie de près par son petit chien, un golden retriever nommé Ami. Et Anne était de nouveau enceinte, attendant un garçon, qui était déjà intensément aimé par ses sœurs. Sophie, maintenant âgée de 14 ans, était une adolescente brillante et compatissante. Le problème cardiaque qui avait failli lui coûter la vie n'était plus qu'un lointain souvenir, une cicatrice qui la rendait plus forte, plus déterminée à aider les autres. Son expérience l'inspira. Elle passait des heures comme bénévole à la Fondation Sophie Moreau, la fondation que son père avait créée, et rêvait de devenir cardiologue pédiatrique pour pouvoir donner à d'autres enfants la même chance de vivre qu'elle avait eue. Anne, de son côté, s'épanouissait. Elle était en dernière année de licence de pédagogie et sa passion pour l'éducation était palpable. Elle planifiait déjà avec Richard de créer un programme de bourse d'études au sein de la Fondation, afin que les enfants défavorisés aient non seulement accès à la santé, mais aussi à une éducation de qualité. Elle n'était plus la femme que la vie avait forcée à abandonner ses rêves. Elle était la femme qui construisait activement un avenir meilleur pour elle-même et pour les autres. La plus grande transformation, cependant, était celle de Richard. 1 an après le mariage, il prit une décision qui choqua le monde des affaires. Il vendit Moreau Construction. Non pas à un concurrent, mais à ses propres employés, créant un plan d'actionnariat qui transforma des milliers de ses employés en associés. Ce fut son dernier grand acte en tant que roi de l'immobilier, un acte qui redéfinit son héritage. Il se consacrait désormais à plein temps à la Fondation Sophie Moreau. Le bâtiment de Nuit-Nonobissance, l'ancien siège de Moreau Construction, au sommet du gratte-ciel de la Défense, avait été rénové et était devenu le centre des opérations de la Fondation. Le bureau de Richard, autrefois un sanctuaire de pouvoir et d'isolement, était maintenant un espace ouvert et accueillant, où il passait ses journées aux côtés d'Anne, planifiant de nouvelles façons d'aider. Il n'était plus un philanthrope distant, signant des chèques. Il était sur le terrain. Il visitait des hôpitaux publics, parlait avec les familles des enfants pris en charge, écoutait leurs histoires et s'assurait qu'ils recevaient non seulement le meilleur traitement médical, mais aussi le soutien émotionnel et financier dont ils avaient besoin. Il utilisait ses contacts, son intelligence stratégique et sa fortune non pas pour accumuler plus, mais pour distribuer de l'espoir. Un mardi après-midi, Richard était dans son nouveau bureau.
examinant les rapports du dernier trimestre. Les chiffres étaient impressionnants. La Fondation avait déjà financé plus de 500 traitements médicaux complexes, construit 3 crèches dans des communautés défavorisées et inscrit plus de 2000 enfants dans des écoles de qualité. Mais pour Richard, les véritables succès ne se trouvaient pas dans les feuilles de calcul. Il ouvrit un email avec une série de photos. La première était celle d'un garçon de 8 ans nommé Lucas, qui avait subi une opération des jambes et qui, pour la première fois de sa vie, pouvait courir. L'autre était celle d'une petite fille nommée Isabelle, qui avait reçu un appareil auditif et pouvait maintenant entendre de la musique pour la première fois. Chaque photo était une histoire de vie transformée, un témoignage du pouvoir d'une seconde chance. Anne entra dans le bureau, posant doucement une main sur son épaule. « Comment vont les chiffres, monsieur le directeur ?» demanda-t-elle avec un sourire enjoué. « Les chiffres sont excellents, » dit-il en se tournant pour l'embrasser. « Mais la vraie richesse est ici. » Il désigna les photos à l'écran. Ils regardèrent ensemble les images, un silence confortable s'installant entre eux. Ils avaient construit un empire, mais pas de béton et d'acier. Ils avaient construit un empire d'espoir. Le soir, après avoir mis Laura au lit, avec Sophie aidant à raconter une histoire sur les étoiles, Richard et Anne s'assirent sur la terrasse, regardant les lumières de la ville qui s'étendaient en contrebas. L'air était frais, chargé du parfum du jasmin qui poussait dans le jardin. « Tu sais, je pensais aujourd'hui, » dit doucement Anne, posant sa tête sur son épaule. « À ce jour-là, dans ton bureau, quand tu m'as licencié. » Richard sentit son cœur se serrer, non pas de culpabilité, mais du souvenir vif de sa propre cruauté. « Je pense aussi à ce jour-là, tous les jours. »« Je te détestais à ce moment-là, » continua Anne, sa voix douce. « Je te voyais comme l'incarnation de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Un homme puissant et indifférent, qui pouvait détruire la vie de quelqu'un d'une seule phrase sans jamais se soucier des conséquences. » Elle se tourna pour le regarder dans les yeux. « Mais maintenant, quand je te regarde, je vois l'homme qui m'a sauvé, l'homme qui a sauvé ma fille, l'homme qui est devenu le père qu'elle a toujours mérité. C'est drôle, n'est-ce pas? Comment la pire personne que j'ai jamais connue est devenue le meilleur homme que j'ai jamais aimé. » Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je n'étais pas un homme, Anne. J'étais une machine à faire de l'argent. Je mesurais tout et tout le monde à sa valeur marchande. J'étais seul au sommet de mon empire, et je ne savais même pas à quel point j'étais malheureux. » Il regarda les lumières de la ville qu'il avait autrefois gouvernée avec peur et arrogance. « Cette erreur, te licencier, a été le pire et le meilleur moment de ma vie. C'était l'acte le plus cruel que j'ai jamais commis, mais c'est la seule chose qui a brisé l'armure dans laquelle je vivais. C'est la porte qui m'a mené à toi, à Sophie, à cette vie. » Il toucha doucement le ventre d'Anne, où leur fils grandissait. « Je pensais que mon héritage serait ces gratte-ciels de verre et d'acier, mais mon véritable héritage est ici, en toi, en nos filles, en ce bébé qui est en route, et en chaque enfant dont nous avons réussi à toucher la vie grâce à la Fondation. La vraie richesse, Anne, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour que nous donnons et recevons. C'est le but que nous trouvons en servant les autres. C'est la famille que nous construisons. » Ils s'embrassèrent, un baiser de profonde connaissance et de gratitude. À ce moment-là, sur la terrasse de leur maison, avec la ville palpitant en bas et l'avenir se déroulant devant eux, ils étaient l'incarnation vivante du voyage qu'ils avaient parcouru. Du désespoir et de la cruauté était né l'amour et la rédemption. De la plus grande erreur d'un homme était née sa plus grande bénédiction. Sophie sortit de la maison, enlaçant le cou de son père. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle doucement. « Je pensais au docteur Perrin et à la façon dont il m'a sauvé la vie. Je veux être comme lui un jour. » Richard serra sa fille dans ses bras, sentant le poids et la joie de sa responsabilité. « Tu seras meilleure que lui, Sophie, parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Tu as l'expérience, tu as le cœur. » Et ils étaient là, sous le vaste ciel étoilé, non pas un PDG et son ancien employé, mais une famille née d'une erreur, forgée dans l'adversité et célébrée dans l'amour. Ils étaient la preuve que parfois, les chemins les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devons être, et que les plus grandes richesses de la vie ne peuvent être comptées, mais seulement ressenties dans le cœur.